Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau thread horreur. Je m'appelle Kino et comme tout le temps, c'est un plaisir pour moi de venir vous conter de nouvelles histoires horrifiques. Sans doute dû à mon absence de 4 mois, la dernière vidéo que j'ai postée a fait un flop total, donc n'hésitez pas à aller la voir, je mets la vignette juste ici si je m'en sors au montage, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Mesdames et messieurs, sans perdre de temps, voici donc la nouvelle histoire, le nouveau thread horreur de cette semaine. Nous découvrons aujourd'hui le récit complètement fou de Sarah qui nous explique qu'il y a 10 ans, elle a été amputée d'une jambe. On démarre sur de la bonne nouvelle. Et elle continue en nous disant que lorsqu'elle raconte son histoire aux gens, il y a souvent 2 questions qui lui sont posées. Mais pourquoi on n'en a pas entendu parler aux infos? Et la deuxième, tu connais Aaron Ralston? C'est peut-être un nom qui ne vous dit absolument rien, et pourtant l'histoire de cet homme a été mise en lumière dans le film 127 heures réalisé par Danny Boyle avec James Franco. Merci Wikipédia. Nous suivons donc l'histoire vraie d'Aaron Ralston, qui, prisonnier d'un bloc de pierre dans le Colorado, s'était libéré d'une mort certaine en s'amputant lui-même le bras avec un canif. Hop. Horrible. En tout cas, on démarre direct sur une ambiance d'amputation. Sarah nous raconte que le problème, c'est que l'histoire qu'elle raconte aux gens sur la manière dont elle a perdu sa jambe est un mensonge. En effet, dans l'histoire qu'elle raconte officiellement, elle venait tout juste d'avoir 18 ans et s'est découvert à cet âge une passion incroyable pour la randonnée, le camping et la nature. Que soudainement, elle s'est trouvée comme inspirée par les grands espaces, ce qui est complètement faux. Elle avait été tout simplement invitée à une rave party par son amie Mila. Elle explique que le seul point commun qu'elle avait alors avec Aaron Ralston, en plus d'un membre en moins, était le fait qu'elle n'avait alors prévenu personne et qu'à l'époque personne ne savait où elle se trouvait. Elle et Mira s'étaient rencontrées au lycée et aimaient toutes les deux faire la fête. C'est-à-dire qu'à l'époque, leur truc c'était plus le sexe, la drogue, la techno, plutôt que la randonnée, la nature et écouter du Vianney. Elle continue en nous expliquant que tout cela s'est passé il y a 10 ans et que c'est un peu difficile pour elle de se souvenir de ce qu'il s'est réellement passé, ayant menti sur cette histoire pendant des années. Elle nous explique que ce jour-là, elle se rend donc à une rave party. Pour y arriver, elle doit passer par une forêt où, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, son téléphone ne capte pas du tout. Elle nous raconte que généralement les rave parties sont très difficiles à trouver et qu'il faut passer par des endroits complètement paumés pour s'y rendre. Cependant, généralement, il y a des petites lanternes ou des inscriptions pour indiquer qu'on est sur la bonne route. Et ce soir-là, aucune lanterne, aucune inscription, aucun son de techno. On est sur 3 points qui sont pas rassurants du tout. Sarah, encore jeune et insouciante, ne se préoccupe alors pas de tout ça. Elle nous explique qu'elle avait une demi-heure de retard et que donc les inscriptions avaient sûrement été enlevées. Et concernant le fait qu'elle n'entende absolument aucun son de techno, elle se dit que cela doit venir d'un système de son défectueux. Au bout d'une centaine de mètres, elle commence finalement à voir les lanternes dans la forêt. Et ces lanternes conduisaient Sarah vers un vieux bâtiment. C'est d'ailleurs plus un mélange entre une cabane et un hangar qu'un bâtiment, mais dans tous les cas, elle ne comprend pas trop où est-ce qu'elle met les pieds. Tout à coup, sortie de cette espèce de cabane, une fille pieds nus est sortie, a crié son nom, avant de courir vers elle pour lui faire un énorme câlin. Elle nous explique qu'elle a alors serré dans ses bras comme si elles étaient amies d'enfance, sauf qu'elle n'avait jamais vu cette fille auparavant. Donc là, Sarah se dit oulala, mais elle est complètement défoncée, elle. Elle s'approche alors de l'oreille de Sarah pour lui dire viens donc, on t'attendait. Flippant. Mais bon, Sarah se rassure en se disant que cette fille connaît son prénom, donc ça doit être une pote à Mila. Rien d'inquiétant non plus. Elle se rend donc à la cabane et nous explique qu'il y a encore plus de guirlandes lumineuses à l'intérieur. Des coussins aux allures orientales faisaient alors office de chaises, et dans cette cabane, en plus de la femme aux pieds nus, se trouvaient une autre fille et 2 garçons qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Cependant, aucune trace de Mila. Sarah nous explique que les 4 personnes étaient très différentes. La fille aux pieds nus ressemblait à une hippie, l'un des gars avait l'air riche, l'autre complètement banal, et enfin, la dernière fille avait un style plutôt gothique. Sarah nous explique que le plus perturbant était que aucun d'entre eux ne les regardait lorsqu'elle est arrivée dans la cabane. La femme aux pieds nus a alors proposé une bouteille d'eau à Sarah, et là on se dit tous la même chose, ne bois pas ça! Non, ne bois pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ne bois pas! Sarah nous explique qu'elle boit alors de l'eau et qu'il ne s'est absolument rien passé. C'était vraiment juste de l'eau plate, de la Volvic.
Sarah demande alors aux gens assis autour d'elle s'ils ont pris quelque chose, et la femme aux pieds nus se met alors à rigoler. Il s'avère qu'ils n'ont rien pris du tout et qu'ils sont juste très timides et bien élevés. Timide et bien élevé au fond d'une cabane en bois? Vous foutez de ma gueule? T'es sûr de toi, Sarah? Ok, bah let's go, on y va. Allez. Non, mais parce que autant pour la teuf tech, il y a ni teuf ni tech, donc déjà... Mais là, il faut peut-être faire attention aux indices, Sarah, quand même. Voilà. Non, mais c'est le conseil, moi je... Le problème étant que les gens avec qui elle est à ce moment-là mentionnent Mila, et donc elle est vraiment dans un climat de confiance. Ils expliquent d'ailleurs à Sarah qu'ils étaient avec Mila au lycée, et on rigolait tous ensemble sur le fait qu'elle aimait beaucoup les garçons. Climat de confiance, on est bien, on est posé, relax, tout va bien. Pour le moment. Sarah nous explique qu'elle est désormais totalement détendue. Mila avait peut-être pensé que c'était une rave party alors que pas du tout, c'était juste une soirée posée avec des anciens amis à elle du lycée. Oui, t'es sûre de ça, Sarah? Non mais vraiment, pas de soucis. Moi je... Sarah finit par conclure que Mila est en retard. Elle nous explique que les gens autour de la table étaient un peu bizarres, mais sympathiques. D'un coup, le gars d'apparence très riche s'approche de Sarah, et comme s'il faisait un malaise, se penche vers elle. Et là, Sarah nous explique qu'elle a ressenti un pincement, comme si quelqu'un lui avait pincé le cou. Elle met alors la main sur l'endroit où elle a senti la piqûre et nous explique qu'elle sent une seringue. Sarah nous explique qu'en quelques secondes, elle a eu une sensation de chaleur avant de sentir son corps devenir totalement mou. Une sensation de plénitude juste avant de s'évanouir. En ouvrant les yeux, la femme hippie était près du visage de Sarah, en train de lui caresser à la fois ses cheveux et ses joues. Sarah ne voyait autour d'elle que l'obscurité de la nuit et les arbres d'une forêt. En regardant encore autour d'elle, Sarah s'aperçoit que les 4 personnes qui étaient dans la cabane sont assis autour d'elle. Ils se sont alors tous levés d'un coup et l'homme qui a drogué Sarah ne porte pas de pantalon. Sarah nous explique qu'avec du recul, la raison pour laquelle il avait trébuché sur elle au moment de lui injecter la piqûre n'était pas qu'il avait pris de la drogue. En regardant ses jambes, elle s'est alors aperçue qu'une jambe était tout à fait normale, mais que l'autre était toute grise et très fine. Ce n'était pas vraiment une jambe, mais plutôt quelque chose qui lui servait de béquille. Tout à coup, il a alors enlevé ce qui lui servait de fausse jambe et l'a jetée dans le feu. En se retournant, il portait dans sa main une nouvelle jambe. Elle n'était pas poilue comme son autre jambe, mais avait l'air plutôt lisse, tout comme Sarah, qui venait tout juste de s'épiler les jambes. L'homme s'est alors mis à caresser la jambe de Sarah, qu'il tenait toujours dans ses mains. Face à cette vision d'horreur, Sarah s'est à nouveau évanouie. Elle se réveille quelques jours plus tard à l'hôpital. Et voici ce qui se serait réellement passé selon la police et les médecins. Elle était en randonnée lorsqu'un arbre lui serait tombé dessus. Elle serait donc restée coincée sous cet arbre pendant 3 jours en pleine forêt. Ayant laissé ses affaires plus loin et étant complètement bloquée, elle n'avait sur elle qu'un couteau. Elle se serait donc amputée elle-même et aurait rampé sur plusieurs kilomètres avant d'être repérée par un routier. Dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital, Sarah n'a cessé de répéter en divagant que quelqu'un lui avait volé sa jambe. Les médecins lui ont alors dit que c'était le fait qu'elle soit en état de choc qui lui faisait croire ça. Le fait d'être restée plusieurs jours coincée sous un arbre, en pleine forêt et isolée, il n'en fallait pas plus pour que le cerveau de Sarah commence à dérailler. Le problème étant le suivant, Sarah l'affirme aujourd'hui, elle n'a jamais été coincée sous un arbre. Elle a appris plus tard que Mila ne lui avait jamais envoyé de texto et qu'elle ne connaissait aucune des personnes que Sarah avait rencontrées cette nuit-là. Sarah prit alors rendez-vous chez des psychiatres et des psychologues, mais aucun d'eux ne croyait à sa version. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle décide d'arrêter de raconter la véritable histoire aux personnes qu'elle rencontre. D'autant plus que la police avait trouvé le campement de Sarah dans la forêt, ainsi que juste à côté, sous un arbre, sa jambe morte. Il y avait tout. Le couteau avec son sang, les empreintes digitales et aucune autre empreinte. Ils avaient même la preuve qu'elle avait acheté tout son équipement 1 mois avant cette fameuse soirée. Sauf que Sarah nous le dit, elle n'a jamais rien acheté de tout ça. Elle est ensuite allée à l'université, s'est acheté une prothèse et a commencé à mentir à tout le monde sur ce qui lui était arrivé, ne s'en tenant qu'à l'histoire des policiers et des médecins. Elle nous explique qu'elle ne sait toujours pas à qui appartenait cette jambe pourrie retrouvée sous l'arbre, mais une chose est sûre, ce n'était pas la sienne. Sa jambe droite était attachée à un homme qui semblait riche et qui lui a arraché dans les bois il y a 10 ans. Et enfin, Sarah conclut en nous disant qu'elle n'est pas une survivante,
mais une victime. C'est la fin de cette histoire les amis, j'espère qu'elle vous a plu. On est sur une histoire ouverte là, hein. Là c'est vraiment, toutes les théories sont acceptables. Moi je vous avoue, je crois quand même à la version de Sarah, parce qu'il y a plein de trucs où elle dit « je suis pas une survivante, je suis la victime », c'est quand même des mots forts. Après, de leur côté, la police a aussi des preuves qui viennent complètement saboter tout son témoignage. Donc je ne sais pas, j'ai envie de croire au paranormal et qu'il y a un taré bourge qui lui a volé sa jambe un soir plutôt que elle s'est retrouvée sous un châtaignier. Parce que si le témoignage de Sarah est vrai, moi j'ai une question. Pourquoi le gars a pas pris un gars pour avoir 2 jambes poilues? Après c'est un débat ouvert, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, hein, on échange et on se marre. Et voilà les amis, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Également, allez voir la dernière vidéo que j'ai postée, c'est un thread d'horreur plutôt pas mal. La qualité vidéo est crade, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'histoire est très très cool, j'ai eu de très bons retours, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread horreur. Bye bye.